Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Communication et civilisation, collection dirigée par Nicolas Pélissier. La collection Communication et civilisation, créée en septembre 1996, s'est donné un double objectif. D'une part, promouvoir des recherches originales menées sur l'information et la communication en France, en publiant notamment les travaux de jeunes chercheurs dont les découvertes gagnent à connaître une diffusion plus large. D'autre part, valoriser les études portant sur l'internationalisation de la communication et ses interactions avec les cultures locales. Information et communication sont ici envisagées dans leur acception la plus large, celle qui motive le statut d'interdiscipline des sciences qui les étudient. Que l'on se réfère à l'anthropologie, aux technosciences, à la philosophie ou à l'histoire, il s'agit de révéler la très grande diversité de l'approche communicationnelle des phénomènes humains. Cependant, ni l'information ni la communication ne doivent être envisagées comme des objets autonomes et autosuffisants. Dernière parution. Vincent Lambert, Parcours d'artiste 2022. Florine Garlot, Penser les solidarités internationales. Repenser la communication solidaire, 2022. Smail Khainnar, La fabrique de la ville. Communication et design des politiques publiques urbaines, 2021. Stéphanie Lukasic, L'influence des leaders d'opinion, un modèle pour l'étude des usages et de la réception des réseaux sociaux numériques, 2021. Miaoshi, Les films de propagande sur la Seconde Guerre sino-japonaise sous Mao Tse-dong 1949 à 1966. La fabrication de l'histoire, 2021. Pascal Laborderie, Éducation populaire, laïcité et cinéma. Une médiation culturelle en mouvement, 2021. Mohamed Bernoussi, Communiquer le corps dans la culture marocaine 2021. Les autrices et auteurs. Emmanuelle Brunel, Dire. Emmanuelle Brunel est doctorante en sciences de l'information et de la communication, au GRIPICCELSA Sorbonne Université. Sa thèse porte sur les énoncés qui mobilisent la diversité, en tant que valeur sociale pour tenir des discours de lutte contre les discriminations à teneur antisexiste et antiraciste. Elle a participé au GMMP 2015 et s'intéresse aux questions de genre dans une perspective intersectionnelle. Elle est l'autrice d'articles scientifiques sur les enjeux des prises de parole des femmes noires dans l'espace public français. Contact, brunelemmanuel@gmail.com. Marlène Coulombgully, préfacière. Marlène Coulombgully est professeure émérite en sciences de l'information et de la communication, et travaille au LERASS de l'Université Toulouse Jean Jaurès où elle dirige l'axe genre. Elle a amplement contribué au développement des travaux sur le genre, au sens de rapports sociaux de sexe, dans la communication politique et les médias. En 2015, elle a dirigé la partie audiovisuelle du Global Media Monitoring Project (GMMP), après en avoir assuré la coordination globale pour la France lors de l'édition de 2010. Contact, marlène.coulon@univ-teul2.fr. Rim Kirej-Gervig. Rim Kirej-Gervig est docteur en sciences de l'information et de la communication, chercheuse associée au GRIPIC et enseignante au CELSA Sorbonne Université. Sa thèse sur la médiatisation du corps de mode analyse les défilés et les séries photographiques dans la presse magazine et identifie un passage intersémiotique de l'espace de la scène à l'espace de la page. Ses travaux portent sur l'hyper-représentation des mannequins et s'interrogent sur la façon dont leurs modalités de figuration travaillent et revisitent les questions de genre. Contact, nina.kiresh@gmail.com. E-VIBASILCOMMAILLE. E-VI Basile Comaille est docteur en sciences de l'information et de la communication, et chercheuse postdoctorale à l'Institut Créativité et Innovation d'Aix-Marseille, INSEIAM, au sein de l'Institut méditerranéen des sciences de l'information et de la communication, IMSIC, et du Laboratoire de psychologie sociale, LPS. Elle a réalisé une thèse sur la communication contre les violences faites aux femmes, en s'intéressant à la création et au processus de réception des dispositifs de détournement du genre. Elle poursuit ses recherches à l'INSIAM sur la créativité des campagnes de communication contre ces violences. Contact,
evi.basile@univ-amu.fr. Sandy Montagnola. Sandy Montagnola est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication au laboratoire AREN, UMR CNRS 6051. À l'université Rennes, elle est également responsable du journalisme de Lannion. Spécialiste de la presse, elle s'intéresse aux représentations sociales et aux organisations médiatiques. Elle a notamment publié Gender Testing in Sport aux éditions Routledge et Assignation de genre dans les médias aux presses universitaires de Rennes. Contact sandy.montagnola@univ-rennes1.fr. Marie-Pierre Huyet. Marie-Pierre Huyet est docteure en sciences de l'information et de la communication, chercheuse dans l'axe genre du LERASS et enseignante en communication à l'U Toulouse de Blagnac. Après sa thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication intitulée « Masculinité et féminité dans le cinéma de Quentin Tarantino. Analyse filmique et études de réception », elle poursuit ses recherches autour des thématiques suivantes, cinéma, médias, genre et réception. Elle a également participé au GMMP 2015 et de 2020. Contact marie-pierre.huyet@invi-teul2.fr. Pierre CAMILLEDEL-AHAYE. Pierre-Camille Delahaye est docteur en sciences de l'information et de la communication, chercheur associé à l'équipe CERIC, Cercle d'études et de recherche en information et communication, du LERASS et enseigne à l'Institut de technosciences de l'information et de la communication de l'Université Montpellier 3 Paul Valéry. Il a élaboré une thèse sur la communication politique lorsqu'elle est aux prises avec le phénomène de peopleisation, en analysant la couverture médiatique de 3 événements politiques contemporains. Contact pierre.camille-delahaye@gmail.com. Laura Verquere. Laura Verquere est doctorante en sciences de l'information et de la communication, au GRIPICCELSA Sorbonne Université. Elle prépare une thèse sur la construction du problème public du congé paternité et ses représentations, mettant en perspective les problématiques de genre qui irriguent ce sujet social. Elle s'intéresse à l'écart entre les réalités du terrain militant et les formes que prend la médiatisation de ce problème public. Contact laura.verquere@gmail.com. Jaercho da Silva. Jaercho da Silva est doctorant en sciences de l'information et de la communication au CARISM, IFP Université Paris 2 Panthéon-Assas. Il prépare une thèse sur les prises de parole de groupes militants intersectionnels, en ligne, et s'intéresse à la manière dont le concept d'intersectionnalité s'incarne et se traduit dans des espaces numériques en France. Il considère l'intersectionnalité comme un terrain à partir duquel cartographier les acteurs et les actrices, et identifier leur trajectoire ainsi que les points d'entrée, de circulation et de déconnexion du mouvement intersectionnel. Contact jaercho-bento.da-silva@u-paris2.fr. Irène Despontin-Lefebvre. Irène Despontin-Lefebvre est doctorante en sciences de l'information et de la communication au CARISM, IFP Université Paris 2 Panthéon-Assas. Elle prépare son doctorat sur le renouveau des mobilisations et des stratégies de communication, déployées au sein de l'espace de la cause des femmes et des minorités sexuelles et de genre en France. Ses objets de recherche, situés au croisement des questions de genre et de l'étude des médias, sont les mouvements féministes et les espaces numériques de mobilisation militante. Contact irine.despontin-lefebvre@u-paris2.fr. Nicolas Pellissier, DIR, collection Communication et Civilisation. Nicolas Pellissier est professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Côte d'Azur et directeur du laboratoire SIC Lab Méditerranée. Il travaille sur un ensemble varié de problématiques ayant trait aux reconfigurations contemporaines des médias et du journalisme, au prisme des nouvelles dynamiques à la fois techniques et sociales. Il est l'auteur avec Françoise Albertini de l'ouvrage collectif Les sciences de l'information et de la communication à la rencontre des Cultural Studies, paru en 2009. Contact nicolas.pellissier@univ-côte-d'azur.fr. Préface. Marlène Coulon-Gully. Genre et médias. Après une longue période où cette problématique a été marginale ISE accent aigu E,
voire totalement absente du monde de la recherche, la récente prise de conscience du rôle des médias dans la fabrique du genre a suscité un salutaire électrochoc et permis la publication de travaux aussi attendus qu'indispensables sur cette question vive de la société contemporaine. La récente pandémie de Covid-19 n'a-t-elle pas vu les femmes disparaître des médias d'information en particulier, le débat public ayant été monopolisé par les hommes, qu'il s'agisse des politiques ou des scientifiques? L'émotion a été telle que les pouvoirs publics s'en sont émus et ont diligenté une mission sur cette question, celle-ci ayant conclu que la crise sanitaire avait révélé plutôt qu'amplifié le phénomène d'invisibilité des femmes dans les médias, une façon de prendre acte de l'inégal accès des femmes et des hommes à l'espace médiatique. Peu de temps auparavant, l'affaire de la Ligue du LOL, parfois qualifiée à l'étranger de #MeTooFrançais, rappelle la permanence et la violence des pratiques sexistes liées aux assignations de genre dans la production de certains médias mainstream. Question vive donc. Pour autant, l'interrogation n'est pas récente de la responsabilité des médias dans les jeux de rôle convenus attachés au faire genre. Dès les années 60 du XXe siècle, les féministes se sont intéressées aux magazines féminins et à la publicité dans les assignations de genre qu'elles considéraient alors principalement à l'endroit des femmes. Il leur était demandé d'être tout à la fois des épouses attentionnées, des mères parfaites, des cuisinières hors pair, des ménagères de choc, tout en restant désirables pour les hommes. Le mâle gaz n'avait pas encore été conceptualisé par Laura Mulvey mais fonctionnait à plein. Tel est en tout cas le propos des pionnières que furent en France Evelyne Sulro, auteure de la presse féminine publiée en 1964 et Anne-Marie Lugand-Dardigna qui publie une décennie plus tard Femme sur papier glacé. Dans le compte-rendu de l'ouvrage d'Evelyne Sulro effectué par Claude Bremont dans la prestigieuse revue Communication, celui-ci note qu'il s'agit là d'un domaine presque inexploré. La réédition de l'ouvrage d'Anne-Marie Lugand-Dardigna en 2019 aux éditions de La Découverte, avec une préface de Mona Chollet, rappelle l'actualité de la problématique. Soulignons, afin d'intégrer cette réflexion dans une chronologie internationale de la recherche, que la France n'accuse alors aucun retard en la matière, puisque le livre d'Evelyne Sulro paraît à peine un an après le célébrissime The Feminine Mystique de Betty Friedan, considéré comme déterminant dans la prise de conscience féministe aux États-Unis, voire comme ayant contribué au déclenchement de la seconde vague féministe. Y est pointée entre autres la responsabilité des médias dans l'asservissement des femmes. Il faudra attendre 1976 pour que paraisse le texte d'Erving Goffman sur la ritualisation de la féminité, une référence dans les études sur le genre et la publicité. Mais si la réflexion sur le genre et les médias se développe alors largement dans les pays anglo-saxons, dans les pays du nord de l'Europe ou d'Amérique latine, la postérité de ces travaux pionniers est cependant réduite voire inexistante en France où il faudra attendre le tournant du XXIe siècle pour que s'institue un véritable champ de recherche portant sur le genre et les médias. Pourquoi s'intéresser aux médias quand on travaille sur le genre, et pourrait-on ajouter, pourquoi s'intéresser au genre quand on travaille sur les médias? Précisons d'entrée de jeu que les médias n'existent pas, en tout cas pas sans avoir précisément défini leurs modalités discursives et supports spécifiques, information, fiction, divertissement, radio, télévision, etc. Et les lieux de production, de diffusion et de réception qu'ils supposent. Ceci posé, rappelons avec Foucault qu'à l'instar des tribunaux ou des écoles, les médias relèvent des technologies du pouvoir, et participent plus que jamais des processus de socialisation genrée. Prolongeant la réflexion de Foucault, Teresa de Lauretis parle à leur propos de technologie de genre. Le genre, comme la sexualité, n'est pas la propriété des corps ou quelque chose qui existe originellement chez les humains, mais il est un ensemble d'effets produits dans les corps, les comportements et les relations sociales, pour reprendre Foucault, et ce, grâce au déploiement d'une technologie politique complexe, écrit-elle. Comprendre comment la représentation du genre est construite par une technologie donnée est alors considéré comme une étape prioritaire du programme de travail établi par la chercheuse, les médias étant au cœur de ce processus. Ajoutons que la pression médiatique n'a fait que croître ces dernières années, de sorte que notre environnement quotidien apparaît aujourd'hui comme intégralement médiatisé. Les derniers chiffres de l'INSEE révèlent que 96,3% des ménages sont aujourd'hui équipés d'un téléviseur, 93,6% d'un téléphone portable,
100% pour les individus entre 16 et 24 ans, 81,1% d'un ordinateur, 94,1% des 25 à 39 ans, tandis que 81,7% disposent des apostrophes. Une connexion Internet et ce chiffre passe à plus de 90% pour les 16 à 59 ans. Les Français et les Françaises ont en moyenne 44 contacts médias par jour, un chiffre considérable et en constante augmentation depuis l'apparition des smartphones, des tablettes, etc., et d'usages comme la VOD ou le replay. Les enjeux de socialisation liés aux médias apparaissent de plus en plus prégnants. On a jusqu'ici parlé de genre et médias, pour qualifier des travaux qui portaient en fait sur la seule question des femmes. La focale resserrée sur ces dernières dans les travaux pionniers que l'on a évoqués s'est élargie, et il s'agit désormais de prendre en compte la représentation des femmes et des hommes dans les médias, mais aussi d'interroger plus largement l'articulation du masculin et du féminin. Le bénéfice par rapport à la formulation initiale est double. D'une part, l'intégration des hommes dans les travaux sur le genre a permis de révéler la fausse neutralité qui tendait à faire croire que seul le féminin était construit, et à considérer les femmes comme spécifiques quand les hommes étaient la norme. D'autre part, l'utilisation des notions de masculin et de féminin désarrimées du binôme homme-femme, le féminin n'étant pas plus l'exclusivité des femmes que le masculin n'est celui des hommes, a permis d'intégrer l'ensemble des sexualités LGBTQIA+, lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer, intersexes et asexuels. Le déploiement de la réflexion autour du gender fluide, ou fluidité de genre, vient accomplir ce processus de déconstruction des binarités genrées en dynamitant les repères liés aux normes de genre et en ouvrant des perspectives de recherche intéressantes s'agissant des médias et de la communication. Enfin, l'articulation du genre à l'âge, à la classe sociale et à la race dans la compréhension des rapports de domination a également progressé, même si le concept d'intersectionnalité reste encore insuffisamment mobilisé comme outil concret d'analyse dans les travaux sur les médias et la communication. L'ouvrage que j'ai le plaisir de préfacer intègre ces mutations conceptuelles et théoriques, appréhende la notion de média dans toute son amplitude et mobilise le concept de genre dans tout son potentiel, déconstructiviste. Explicitement inscrit dans le cadre disciplinaire des SIC dont il interroge les avancées et explore les angles morts au regard de la problématique genre et médias, il multiplie les approches et les objets d'investigation, contribuant ainsi à l'inscription et à l'approfondissement de ce champ de recherche dans notre interdiscipline. Diversité des approches et réflexivité méthodologique, diversité des objets, mode, sport, politique, violences faites aux femmes, etc., diversité des supports presse en ligne, quotidien, magazines, cinéma, etc., et des modalités discursives prises en compte, discours informationnel, ludique, fictionnel. L'ensemble des travaux réunis reflète autant qu'ils participent à la formidable dynamique qui caractérise désormais ce champ de recherche. Le texte ici proposé est porté par des collègues d'une génération, à laquelle incombe désormais de poursuivre l'approfondissement voire l'institutionnalisation de ce champ de recherche. On les encouragerait volontiers à se lancer à présent dans la rédaction d'un manuel, genre et médias, l'équivalent des précieux handbooks qui foisonnent dans les pays anglo-saxons, ce qui achèvera, provisoirement, d'inscrire cette réflexion dans l'indispensable vade-mecum des études de genre comme de communication. Avis aux éditeurs RIS. Introduction. Observer le genre dans les dispositifs médiatiques. Emmanuel Brunel. Le genre est l'opium du peuple, et non la religion. Dans tous les cas, nous avons là un dispositif organisationnel remarquable. Les études de genre ont été progressivement développées en France à partir des années 2000, et elles ont donné lieu à de multiples recherches fécondes dans une pluralité de disciplines. Dans ces recherches, tant le féminin et les féminités que le masculin et les masculinités y sont appréhendés comme des construits socio-historiques. Le présent ouvrage accueille différentes analyses de documents médiatiques qui, d'un point de vue ou d'un autre, ont trait au genre en tant que dispositif organisationnel remarquable, au sens où l'entend Erving Goffman dans la citation placée en exergue. Les chapitres qui composent cet ouvrage ont été rédigés par des chercheuses et des chercheurs en sciences de l'information et de la communication, SIC désormais, soucieuses et soucieux de faire valoir une approche des médias qui n'ignore pas qu'ils sont façonnés de rapports de pouvoir et qu'ils contribuent à configurer les normes et les stéréotypes de genre.
L'approche communicationnelle permet de repérer les multiples médiations par lesquelles circulent des représentations genrées du monde social. Dès lors, plutôt que de comptabiliser la quantité de femmes et d'hommes dans les figurations médiatiques, il s'agit d'examiner selon quelles modalités sémiotiques et discursives les personnes et les personnages sont concrètement représentés. Or, comme le note Stuart Hall, la représentation constitue toujours une lutte pour la signification. La notion de représentation est très différente de celle de reflet. Elle implique un travail actif de sélection, de présentation, de structuration et de façonnage. Elle ne consiste pas qu'à transmettre un sens préexistant, mais œuvre activement à faire en sorte que les choses aient un sens. C'est une pratique, une production, une signification, ce qui a plus tard été défini comme une pratique signifiante. Dans cette perspective, les contributions à cet ouvrage observent comment diverses pratiques signifiantes structurent des discours genrés autant que des discours sur des questions sociales ayant trait au genre, en particulier dans les médias, lieu privilégié de mise en circulation de cet opium du peuple. Les représentations médiatiques HE accent aigu GE accent aigu monique restent en effet très majoritairement distribuées selon l'axe féminin-masculin, parfois à grand renfort de signes marquant ostentatoirement cette binarité. La bicatégorisation genrée n'y est pas souvent interrogée, et est encore moins souvent remise en question la compréhension biologisante du sexe. Or celle-ci préside à la conception de deux classes sexuelles, femelles et mâles, à partir desquelles sont produites deux catégories de genre, femmes et hommes. Pourtant, c'est la déconstruction de la naturalisation du sexe qui permet de montrer en quoi celui-ci, et non seulement le genre, relève d'un processus de catégorisation pleinement politique et social. Ces processus de catégorisation et de naturalisation peuvent être décelés via l'examen des médiations et des formes d'énonciation qui traversent un large spectre d'objets pluriels habituellement étudiés en SIC. Magazines de mode, presse d'actualité, discours politiques, films de cinéma, documents associatifs, photographies, émissions de télévision, expositions, publicités, etc. De bonnes questions pour les SIC. Les questions qui peuvent se poser en termes de genre constituent des focales heuristiques pour penser l'opérativité symbolique des phénomènes communicationnels. Pour Virginie Julliard, il s'agit notamment de défendre le caractère heuristique d'une démarche sémio-communicationnelle travaillée par le concept de genre pour l'étude des constructions discursives du genre dans la pluralité sémiotique caractéristique des textes médiatiques, tandis que Karine Berthelot-Guillet et Stéphanie Kuhner partent du principe que le genre a une indéniable dimension communicationnelle, et qu'il est à proprement parler un objet trivial, au sens où l'apostrophe entend Yves Jeanneret. Nous partageons les ambitions de ces deux orientations complémentaires pour interroger les représentations du genre dans les médias. Béatrice Damian-Gaillard et Sandy Montagnola s'intéressent en particulier à l'étude de l'information journalistique au prisme du genre, et notent que les résultats obtenus sur l'ensemble des terrains en SIC ou non, sur l'information médiatique ou plus largement sur les productions culturelles, sont partagés, sous-représentation, médiatisation stéréotypée, autour d'axes récurrents. Un rapprochement pour identifier les processus partagés entre les différents domaines, politique, sport, violence, et différents types de corpus, presse généraliste, spécialisée, web etc., permettrait une montée en généralité des fonctionnements genrés et médiatiques. Les travaux déployés dans le présent ouvrage cherchent à montrer les dynamiques qui habitent différentes formes de médiatisation ayant trait au genre. Le fil rouge est un souci commun pour les dimensions genrées du social explorées à partir d'une interrogation croisée, portant à la fois sur les effets des normes de genre dans les objets médiatiques et sur les effets que les médias peuvent avoir sur les représentations genrées. Ce questionnement en chiasme suscite des investigations sur des objets médiatiques appartenant à des univers variés. Mode, association de lutte contre les violences conjugales, sport, cinéma, presse, discours politique, politiciens et militants. Il s'agit de penser ce que ces dispositifs font du genre, comment ils en produisent, comment ils en traitent, comment ils jouent avec, etc. Les chercheurs .c proposent chacun .es un éclairage singulier sur une thématique, une problématique et un corpus en l'explorant avec des outils théoriques et méthodologiques tenant compte des contextes de circulation des sujets étudiés. Les analyses concrètes des supports examinent le traitement médiatique des questions sociales ayant trait au genre qui y est offert.
L'ensemble contribue à développer l'étude de la fabrique du genre dans les médias et continue à inoculer le genre en SIC, à la fois en l'observant en tant que construction sociale complexe et en le mobilisant en tant que concept fils du féminisme. S'inscrivant résolument dans une approche communicationnelle du genre, parfois dans une sémiotique du genre, les travaux présentés dans les chapitres de cet ouvrage portent des regards critiques sur les normes de genre qui irriguent des discours médiatiques concrets. Ils développent des regards innovants et sortent de la posture gender blind, qui habitait encore les SIC il y a une dizaine d'années. L'ensemble donne à penser les médiations, tant sémiotiques et médiatiques que sociales et politiques, du genre comme structurant. Il ne s'agit pas seulement d'étudier comment on parle des femmes dans les médias, malgré tout l'intérêt de ce type de travaux, mais de faire valoir une approche critique des médias au prisme de ce qu'ils font du genre. L'enjeu est d'aborder les médias de façon à rendre compte de leur rôle politique et idéologique dans la configuration des identités sociales genrées, ainsi que dans la mise en visibilité des combats sociaux ayant trait au genre. S'intéresser à ces dimensions permet de dégager des logiques transversales à plusieurs espaces sociaux, tout en tenant compte du fait que la spécificité des institutions médiatiques repose précisément sur la manière dont une pratique sociale est organisée pour produire un produit symbolique. C'est dans une perspective nourrie d'enjeux chers aux Cultural Studies, désormais CS, tels que la problématique de la politique des identités que les auteurs TICES ont ici travaillé. En explorant des terrains variés et en proposant des analyses précises d'objets contextualisés, les différents chapitres mettent au jour la teneur idéologique des images et des discours analysés. Ils offrent des problématisations des médias en termes de genre à partir de deux focalisations complémentaires, l'une sur les normes assignées au corps par les médiations médiatiques, et l'autre sur les mécanismes de pouvoir qui instituent les imaginaires genres. Les contributeurs ICES montrent comment circulent des représentations de questions de genre qui, selon les cas, peuvent être HE accent aigu GE accent aigu monique, détournées, parodiques, dénigrantes, sexistes, en décalage avec la réalité ou polémiques, mais aussi utopistes, valorisées, héroïsées, enchantées, etc. Si les chercheurs .C offrent chacun eux des analyses singulières de leur corpus, les présenter ensemble permet de les faire entrer en résonance les unes les autres. En effet, leurs travaux examinent tous d'une manière ou d'une autre les effets de sens du genre dans des représentations infraordinaires issues de supports tels que des articles de presse généralistes ou spécialisés, des affiches, des vidéos, les séquences d'un film de cinéma, etc. Comme l'explique Emmanuel Souchier, l'infraordinaire fait référence à ce que Georges Perec décrit comme cet espace peu spectaculaire que les sciences humaines ont souvent négligé. Perec écrivait qu'il s'agit peut-être de fonder enfin notre propre anthropologie, celle qui parlera de nous, qui ira chercher en nous ce que nous avons si longtemps pillé chez les autres. Non plus l'exotique mais l'endotique. Dans le présent ouvrage, ce sont des objets endotiques, qui peuplent le quotidien et contribuent à façonner notre culture commune, qui sont examinés au prisme du genre. Il s'agit d'observer la manière dont des médias manifestent, détournent, font apparaître ou font disparaître le genre et du genre. Il s'agit également de montrer en quoi le genre fonctionne comme un dispositif social et comme une matrice sémio-communicationnelle mettant en jeu des signes et du sens. Les études de cas présentées éclairent différentes facettes de cette matrice tout en mettant en relief la manière dont les enjeux sociaux sont reconfigurés par les formes médiatiques. Ces analyses déploient donc une conception des rapports sociaux de genre comme rapport de sens et rapport aux normes. Les médias, laboratoire des imaginaires genres. Interroger des dynamiques socio-discursives ayant trait au genre permet aussi d'observer le genre en tant que matrice normative transversale à laquelle réfèrent les imaginaires et les significations sociales ordinaires. Comme l'indique Judith Butler, le genre, c'est la stylisation répétée des corps, une série d'actes répétés à l'intérieur d'un cadre régulateur des plus rigides. Dès lors, il s'agit de mettre au jour comment des actes contingents créent l'apparence d'une nécessité naturalisée. Or, ces processus de naturalisation et de surritualisation du genre se produisent constamment dans les dispositifs médiatiques. Ceux-ci attribuent aux catégories sexuées et genrées une signification prégnante, notamment à travers les formes de corps montrées dans les images, partie 1. Ces dispositifs engendrent également tout un continuum de conceptions sociales genrées, qui sont ordinairement associées à des problèmes publics et politiques, partie 2.
On sait que les représentations médiatiques ordinaires sont souvent pétries de sexisme systémique, de misogynie intériorisée, d'homophobie et de transphobie et qu'elles contribuent à façonner les impensés des dominations et des oppressions systémiques, source d'inégalités structurelles de genre. Le déficit de présence des femmes dans les médias ainsi que les effets du sexisme structurel sur les représentations médiatiques sont mis en relief à échéances régulières. Le manque de diversité est souvent conjointement pointé du doigt. Par exemple, le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité note que le critère de la diversité des représentations, des identités et des corps n'est pas encore bien pris en compte dans les lignes éditoriales et le choix des visuels des magazines féminins. En parallèle, les novlangues que constituent les notions de théorie du genre, de diversité et de parité tendent à dépolitiser des questions d'égalité et cela note aussi dans certains de leurs usages communicationnels. Pour autant, les conceptions sociales genrées sont en cours de reconfiguration et de réappropriation par une pluralité de publics. En effet, la recrudescence de propositions contre HE accent aigu GE accent hégémonique ou contre-culturelles soulève de nouveaux questionnements quant au genre dans différentes sphères sociales. Bien qu'elles ne les détruisent pas, certaines de ces propositions qui jouent avec les normes ouvrent des chemins subversifs en constante évolution. Par exemple, les pratiques drag queen ou drag kings qui, en pleine conscience des normes de genre, cherchent à subvertir les paradigmes vestimentaires genrés en hypertrophiant les signes stéréotypés du féminin et du masculin via des performances répétées de travestissement spectaculaires. Symétriquement, d'autres pratiques cherchent également à détourner les codes genrés mais via des modalités d'expression corporelle qui font apparaître des corps gender fluides ou le gender neutral. Ces différentes formes de jeu avec le genre ne détruisent pas pour autant la structure binaire, fortement enracinée dans les consciences collectives, qui continue de déterminer les corps, les comportements et les rôles sociaux à partir de normes de genre historiquement, socialement et politiquement construites. Or, ces normes auraient pu ne pas être ainsi conçues. Elles pourraient tout à fait être transformées de façon à ne plus être ni binaires ni réductrices, autrement dit de façon à démultiplier les possibles en matière d'identité sexuée et sexuelle, et à finalement sortir de l'ordre du genre. Ces changements s'amorcent progressivement, mais les normes genrées binaires irriguent toujours massivement les médias. Afin de tenir compte des effets de cette normativité, les travaux présentés dans cet ouvrage tiennent compte des scripts genrés qui circulent dans les documents médiatiques et dégagent les significations sociales qui y sont associées. Dans l'introduction du manuel sur le genre, le sexe et les médias, Karen Ross indiquait l'importance d'explorer les nuances qui habitent les scripts de sexe et de genre contemporains tels qu'ils sont joués dans les médias populaires, en observant à la fois les interprétations normatives, traditionnelles, du genre et de la sexualité autant que des documents qui remettent en question et donc dépassent les interprétations HE accent aigu TE accent aigu hétéronormatives et sexistes. Karen Ross propose une approche internationale de la problématique croisée du genre, du sexe et des médias de façon à prendre en compte les reconfigurations complexes des représentations médiatiques. De différentes façons, un éventail de voies complémentaires explore les tropes, les définitions et la compréhension du genre, du sexe et de la sexualité tels qu'ils se manifestent dans les médias populaires et les nouveaux médias, tant en termes de représentation passive que d'agentivité active. Dans une perspective similaire quoique de façon plus modeste, notre ouvrage est centré sur des objets en circulation dans l'espace public français, qu'ils aient été produits en France, presse et médias français, ou aux États-Unis, tels qu'un film américain ou des campagnes de communication contre les violences faites aux femmes. Tous les objets étudiés ici appartiennent à la culture occidentale. Les objets médiatiques provenant d'autres cultures ne sont pas abordés. Cet ouvrage ne prétend pas non plus constituer un manuel pour comprendre ce que sont les études de genre. Il offre en revanche un premier chapitre qui retrace la généalogie de l'ancrage progressif des études de genre en SIC, puis 7 études de cas médiatiques concrets. Ces dernières proposent des analyses de corpus envisagées via des problématisations originales du genre dans les médias, et ouvrent de nouvelles pistes de recherche. De la généalogie du genre en SIC aux études de cas situés. Le présent ouvrage constitue à la fois une ressource pédagogique pour comprendre le cheminement des études de genre en SIC en France et leurs enjeux épistémologiques, chapitre 1, et une ressource méthodologique pour aborder l'analyse des objets médiatiques au prisme du genre.
Les chapitres 2 à 8 étudient des documents concrets en vue d'identifier les éléments saillants et récurrents, les points de tension, les formes de stéréotypie et de naturalisation du genre, ou encore les impensés relatifs aux normes et aux rapports sociaux de domination. Les questions de genre sont travaillées à partir des regards singuliers de chercheurs.c, dont les préoccupations de recherche et les corpus sont diversifiés mais dont les travaux articulent tous les apports des gender studies à une approche communicationnelle des énoncés médiatiques. Le présent l'ouvrage entend constituer un jalon, un point d'étape dans l'élaboration de la réflexion collective en cours sur les questions de genre en SIC. Il s'agit en particulier de montrer la fécondité d'un regard qui croise SIC, sémiotique et réflexion sur les médiatisations du genre, afin de mettre en évidence les analyses que ce type de croisement fait émerger, notamment dans la prise en compte des phénomènes d'hybridation, de circulation et de métamorphose. Nous savons que les processus de catégorisation sociale, genre et norme autant l'agir social que les perceptions collectives et les imaginaires attenants. Or, les représentations médiatiques mettent en visibilité et en signification des corps, des identités de sexe, de genre et de sexualité, des problèmes publics ou encore des controverses, selon certains regards. Ces regards peuvent être appréhendés soit à partir des schèmes socio-culturels et politiques genresques qui les façonnent et les orientent, soit à partir de ce qui leur est socialement associé, légitimité, crédibilité, popularité, pouvoir, savoir, etc. Les contributions au présent ouvrage se penchent sur diverses formes de médiatisation qui rendent audibles, visibles et lisibles des questions sociales, esthétiques, anthropologiques, philosophiques et politiques ayant trait au genre ou que le genre peut poser. Elles sont réparties en deux parties. La première partie porte sur différentes formes de construction médiatique du regard sur les corps. Les analyses se focalisent sur des corps montrés dans des médias et ou sur des discours portant sur les corps, et montrent comment ces représentations font circuler des normes genrées. Ces 4 chapitres problématisent le rôle que joue le corps et son image dans les dispositifs étudiés. Rim Kiresh analyse ce que la médiatisation du corps de mode fait du genre. Espace d'hypertrophie des codes genresques par le passé, l'univers de la mode se transforme. Présence de mannequins androgynes ou transgenres et tendance à l'effacement des frontières de genre dans les dispositifs éditoriaux. VI Basile Comay propose pour sa part une étude des formes de détournement du genre dans de multiples documents de communication, impliquant des figures d'hommes, visant à lutter contre les violences faites aux femmes. Son enquête identifie une pluralité de modalités de détournement, qui reconfigurent les rapports genresques attenant aux violences conjugales hétérosexuelles. Sandy Montagnola s'intéresse quant à elle aux représentations médiatiques de la pratique du sport à l'occasion de la grossesse. Pour cela, elle montre que la manière dont le discours médical est médiatisé dans les documents de son corpus, via l'abondante mobilisation d'une parole d'expertise de la part des journalistes, procède à de multiples assignations genrées. De son côté, Marie-Pierre Huyet scrute la configuration des masculinités en étudiant les manières dont sont construits les corps des personnages principaux du film Django Unchained de Quentin Tarantino. Entre masculinité GE monique, complice et subalterne, elle dresse les portraits des caractères genresques élaborés par cette technologie du genre par excellence qu'est le cinéma. La deuxième partie de l'ouvrage propose d'observer comment les dispositifs médiatiques façonnent des conditions particulières de signification du genre via les récits sociaux qu'ils publicisent, en particulier dans le cadre de la médiatisation de problèmes publics, d'affaires politiques ou de controverses. Pierre-Camille Delahaye explore un corpus de presse relatif à la médiatisation de l'affaire du tweet, de soutien de Valérie Trierweiler au candidat opposé à Ségolène Royal lors des élections législatives de 2012. Du fait du statut des deux femmes vis-à-vis du président de la République de l'époque François Hollande, l'affaire est devenue un événement politique qui traduit tout l'imaginaire sexiste qui configure les rapports entre les hommes et les femmes dans le domaine politique. L'étude de la médiatisation du problème public du congé paternité conduit Laura Verker à interroger les écarts entre les réalités difficiles et souvent sexistes vécues par les mères militant pour l'allongement du congé paternité, et les formes de représentations enchantées des pères qui circulent. En montrant la tendance à la survalorisation des pères,
Ce travail met en lumière la dimension normée du traitement médiatique du congé paternité tant en termes de rôle sexué qu'en termes d'impensé HE accent aigu TE accent aigu RO normatif relatif à la parentalité. Enfin, Jair Choda Silva et Irène Despontin-Lefebvre offrent ensuite une exploration approfondie de l'émergence médiatique de la notion d'intersectionnalité et en critiquent les usages détournés, englobants et parfois abusifs afin de restituer toute la teneur idéologique des débats autour de ce que recouvre, initialement, ce vocable destiné à penser la complexité des oppressions multiples liées aux rapports sociaux de genre et de race. Le genre traverse donc chaque chapitre de façon distincte. L'ensemble éclaire les rapports de force qui irriguent la médiatisation des corps et des récits sociaux, en rendant manifestes les processus qui façonnent les regards genresses sur le monde. Bibliographie. Albertini Françoise et Pélissier Nicolas, Les sciences de l'information et de la communication à la rencontre des Cultural Studies, L'Harmattan, Paris 2009. Bérénie Laure Chauvin Sébastien, JAUNAIT Alexandre et Revillaran, Introduction aux études de genre, de Bock, Bruxelles 2012. BERTHELOTGUIET Karine et KUNERT Stéphanie Dir, Les langages du genre, sémiotique et communication, Communication et langage, numéro 177, 2013 pages 45 à 58. Brunel Emmanuel, Promouvoir la parité en entreprise, un enjeu de communication source de dépolitisation de l'égalité, Communication et professionnalisation, numéro 12, 2021 pages 9 à 36. Butler Judith, Troubles dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, La Découverte, Paris 2005, pages 109 à 110. COULOMBGULLY Marlène, Les sciences de l'information et de la communication, une discipline gender blind. Question de communication, numéro 16, 2009, pages 129 à 153. COULOMBGULLY Marlène, féminin masculin, question S pour les SIC. Réflexion théorique et méthodologique, question de communication, numéro 17, 2010, pages 169 à 194. COULOMBGULLY Marlène Dir, Média, La fabrique du genre Sciences de la société numéro 83, 2011, en ligne, http://sds.revue.org/2009 COULOMBGULLY Marlène, Inoculer le genre, RFSIC numéro 4, 2014, en ligne, http://journals.openedition.org/rfsic/837 DAMIANGAILLARD Béatrice et Montagnola Sandy, Genre et information médiatique en SIC, une articulation à approfondir RFSIC numéro 5, 2014, en ligne, http://journals.openedition.org/rfsic/1088 Goffman Irving, L'arrangement des sexes, la dispute, col. Le genre du monde, Paris 2002. Gréco Lucas dans les coulisses du genre, La fabrique de soi chez les drag kings, Lambert Lucas, col. Linguistique et sociolinguistique, Limoges, 2018. GRESY Brigitte, Pierre Brossolette Sylvie et Bruno Juliana, Rapport annuel 2020 à 2021 sur l'état du sexisme en France, Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 18 novembre 2021, pages 55 à 108, en ligne, https://vie-public.fr/site/default/fil/rapport/pdf/de 8.252.pdf/de 8.pdf. Guillaume Incolette, Sexe, race et pratique du pouvoir. L'idée de nature côté femme, col. Recherche, Paris 1992. Hall Stuart, Identité et culture. Politique des Cultural Studies, édition Amsterdam, Paris 2017. Jeanne Réive, Penser la trivialité. Volume 1. La vie triviale des êtres culturels, Hermès Lavoisier, Paris 2008. Julliard Virginie, Éléments pour une sémiotique du genre, communication et langage, numéro 177, 2013, pages 59 à 74. Julliard Virginie, Un mode d'appropriation des gender studies par les sciences de l'information et de la communication, La sémiotique du genre, question de communication, numéro 25, 2014, pages 223 à 244, page 225.
KRIJNEN Tony et Van BAUWEL Sophie, Gender and Media. Representing, Producing, Consumer Routledge Londres 2015. KUNERT Stéphanie, Publicité, Genre et Stéréotypes, Édition Lusso Fontenay-le-Comte 2013. MAJDOUL Zineb et Zetlaoui Tiffen, Médias et Contre-Culture, Les cahiers interdisciplinaires de la recherche en communication audiovisuelle, CIRCAV, numéro 27, L'Harmattan 2018. Monteil-Lucas, Script sexuel, Inren Juliette, Dire, Encyclopédie critique du genre. Corps, Sexualité, Rapports sociaux, La Découverte, Paris, 2016, pages 584 à 595. Pérec Georges, L'infraordinaire, Le Seuil 1989. Preciado Paul B., Je suis un monstre qui vous parle. Rapport pour une académie de psychanalystes, Grasset, Paris, 2020. Ramichal, Bicatégorisation, Inren Juliette, Dire, Encyclopédie critique du genre. Corps, Sexualité, Rapports sociaux, La Découverte, Paris 2016, page 88. Ross Karen, The Handbook of Gender, Sex and Media, Wiley Blackwell Malden 2012. Sénac Réjeanne, L'égalité sous conditions. Genre, parité, diversité, Presse de Sciences Po, Paris 2015. Souchier Emmanuel, La publicité comme détournement du politique, Communication et langage, numéro 93, 1992 Page 36 à 51. Souchier Emmanuel, Forme et pouvoir de l'énonciation éditoriale, Communication et langage, numéro 154, 2007, page 23 à 58. Chapitre 1. Étudier ce que les médias font du genre et ce que le genre fait aux médiations. Généalogie d'un enjeu pour les SIC. Emmanuel Brunel. Ce premier chapitre opère un retour généalogique sur l'émergence puis l'inscription des travaux sur les questions de genre en sciences de l'information et de la communication, désormais SIC. Il présente, dans un deuxième temps, les perspectives théoriques contemporaines et leur fécondité pour travailler sur des questions genre dans et à partir des médias et en lien avec les problématiques de médiation du sens et des savoirs. Enfin, sa troisième partie montre comment articuler les apports des Cultural Studies et des Gender Studies aux approches socio-sémiotiques et sémio-communicationnelles qui sont les nôtres. Le genre et les SIC, ouverture des hostilités. De l'étude de thématiques ciblées à la problématisation genrée de la communication. Ces 15 dernières années, le paysage académique français des SIC s'est enrichi de démarches plurielles et de questionnements nouveaux autour des enjeux politiques relatifs aux processus sociaux de fabrication du genre et aux normes genrées. Les initiatives de recherche que nous mettons à l'honneur dans le présent ouvrage abordent une pluralité de thématiques. Elles traitent de discours le plus souvent produits en amont de la déferlante médiatique autour des mouvements socio-numériques de dénonciation du sexisme systémique et de la culture du viol, que sont l'international #MeToo, 2017, et le francophone #BalanceTonPort, 2017. Si dans toute enquête il convient de mettre à distance les événements qui font l'actualité, il s'agit aussi parfois de prendre du recul sur l'histoire de certains pans de la recherche elle-même. Si après nous verrons comment les SIC se sont progressivement intéressés au genre, un objet de recherche à l'intersection du terrain et de théorisation, en suivant l'évolution des théories de la communication. Fonctionnaliste dans un premier temps, le cadre théorique a évolué vers une lecture idéologique qui interroge la relation entre représentation et réalité. L'interrogation des médiations médiatiques au prisme du genre a mis un certain temps à trouver sa place. En 2009, Virginie Julliard constatait qu'en France, aucun courant de recherche ne s'était constitué autour de la problématique du genre et de la communication, alors que l'approche en termes de genre offre l'occasion de renouveler les approches en articulant cette nouvelle problématique à d'autres déjà reconnues. Depuis, la production académique, y compris en France, a explosé et a évolué vers davantage de préoccupations pour le genre comme angle transverse de problématisation des significations sociales des phénomènes ordinaires. En revanche, avant 2009, la prise en charge des problématiques liées au genre par les SIC était effectivement très limitée et s'était plutôt tournée vers la différence des sexes, les représentations de la sexualité et la cause des femmes. Ainsi, parmi les dossiers de revue publiés avant 2009, on trouve seulement 2 numéros dédiés au sexe. D'une part, un numéro que la revue Réseau a consacré en 2003 à la communication sexuée,
et dont l'introduction par Rémi Riffel témoigne du fait que, alors que la recherche sur ce sujet dans le monde anglo-saxon est depuis de nombreuses années très dynamique, les quelques rares travaux français réalisés témoignent du retard accumulé dans notre pays dans ce domaine. D'autre part, il existe un numéro de médiation et information daté de 2004 et intitulé « Sexe et communication ». Ce dernier se focalise sur les représentations des sexualités dans différents discours et supports médiatiques. Ces deux numéros apportent des éclairages qui sont toujours d'actualité. Ils peuvent être lus avec bénéfice pour aborder à nouveau frais ces deux thématiques, assez peu souvent traitées en SIC. Par la suite, les questions de genre se sont retrouvées prises en charge par des travaux, tels que ceux de Cécile Méadel et Claire Blandin, qui retracent les généalogies des mouvements sociaux dits de la cause des femmes et des mouvements féministes en s'intéressant de près à leur médiatisation. Les travaux socio-historiques portant sur les formes de mise en visibilité et de circulation des mouvements féministes au pluriel proposent à la fois de réfléchir aux continuités et aux ruptures mais aussi de replacer les mobilisations féministes dans des contextes précis qui favorisent leur expression médiatique. Le regard historiographique propose d'explorer les liens entre féminisme et médias en observant les continuités et les ruptures dans le temps, en observant différents supports, presse, radio, télévision, web, différents acteurs, journalistes, amateurs, militants.es et différents messages. Sur les mouvements de la cause des femmes, vus au prisme des médias du passé comme du présent, on trouve les travaux de Bibia Pavard qui documentent leurs histoires, notamment celle des luttes pour le droit à la contraception et qui valorisent des archives médiatiques restées dans l'ombre. Les formes de médiatisation des femmes sont aussi régulièrement scrutées via diverses enquêtes, quantitatives comme qualitatives. Par exemple le Global Media Monitoring Project, GMMP, et celle de l'EGE, European Institute for Gender Equality, qui vise à lutter contre la nature patriarcale des médias, par la réalisation d'un monitorage pour dresser un état des lieux de la présence des femmes dans les discours d'information à la radio, à la télévision et dans la presse de 71 pays. D'après ces dispositifs d'études, la représentation globale des femmes dans les médias oscillerait de façon assez pérenne entre invisibilité et inégalité. Les résultats du GMMP de 2015 indiquent par exemple une inertie. À l'échelle mondiale, le rythme des progrès vers l'égalité au sein des médias s'est pratiquement immobilisé au cours des 5 dernières années. Les femmes représentent seulement 24% des personnes entendues, lues ou vues dans les nouvelles, radio, télévision, presse, soit exactement le même pourcentage qu'en 2010. En 20 ans, ce chiffre a augmenté de 7% seulement. Ces chiffres indiquent que la place des femmes progresse quantitativement doucement dans les médias, mais qu'elle est encore loin d'être égale à celle des hommes, en particulier en termes de rôles sociaux endossés et de qualificatifs employés pour les désigner. Or, le sexisme structurel et les normes genrées sont source d'oppression et restent pourtant assez largement des sujets impensés. La lutte contre le sexisme dans les médias est d'ailleurs court-circuitée par d'autres approches. Comme l'a montré Simon Masset, les procédures législatives entamées par Yvette Roudy pour éradiquer les inégalités structurelles et le sexisme dans le traitement médiatique des femmes ont été entravées par différents processus de disqualification et de requalification de cette lutte. Le chercheur identifie 3 évolutions parallèles depuis les années 1980. Le confinement de cette politique, dès l'abandon de la loi antisexiste de 1983, dans un modèle autodisciplinaire, la requalification du problème du sexisme en problème de stéréotype ou d'hypersexualisation à partir du milieu des années 1980, dénominations tendant respectivement à occulter la spécificité de l'image des femmes dans les médias et à assimiler sexisme et nudité dans une perspective conservatrice. La dissolution du problème via le développement de programmes d'éducation à la déconstruction des stéréotypes, à partir des années 2000. Or, ces 3 manières de procéder et de concevoir le problème des inégalités sexistes dans les médias sont toujours d'actualité tant dans les instances publiques de régulation des contenus audiovisuels, CSA et CNC, qu'au niveau de l'ARPP, l'organisme privé d'autorégulation de la publicité par les professionnels qui la fabriquent. En outre, ces 3 tendances doivent être pensées ensemble, tant l'impératif libéral apparaît rétrospectivement comme le dénominateur commun des technologies individualisantes, de la préservation du modèle autodisciplinaire,
et de la justification de la lutte contre les stéréotypes par un objectif de rentabilité économique. Ces résultats interpellent les acteurs de la lutte contre le sexisme dans les médias, cinéma et publicité comprises, notamment à l'heure de la marchandisation des thématiques féministes et du pop-féminisme. Ce processus de marchandisation est d'ailleurs paradoxal. Il permet que des contenus féministes se diffusent loin des sphères militantes et académiques, et en même temps, il peut contribuer à réduire la teneur revendicative du mouvement. Puisqu'il s'agit avant tout de s'en approprier les symboles, il fait prendre au féminisme un tournant iconique via diverses formes de réappropriation de ces figures, gestes, slogans, images devenues cultes. Cela débouche sur une sorte de marché des produits culturels estampillés féministes, qui, tout en le rendant plus populaire, transforme en secteur économique le mouvement d'émancipation des femmes et peut, au passage, risquer de le dépolitiser. Pour autant, se pencher sur les industries culturelles, des arts, des loisirs et des divertissements, dans les productions desquelles s'incarnent de nombreux stéréotypes de sexe et de genre, est essentiel à la compréhension des dynamiques sociales. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.